Bienvenue tout le monde. On va commencer tranquillement. Alors, on va commencer notre webinaire qui porte sur l'entretien motivationnel, une approche prometteuse pour réduire l'hésitation vaccinale avec Arnaud Gagneur et Andrea Hull. Donc, pour commencer, j'aimerais reconnaître que je vous parle aujourd'hui de Tiohtià:ke, maintenant connu sous le nom de Montréal et qui se trouve sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, membre de la Confédération Haudenosaunee. À l'ACSF, nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux de Tiohtià:ke, longtemps un lieu de rassemblement pour diverses Premières Nations, notamment les Algonquins Anishinaabe, les Atikamekw et les Hurons-Wendat. J'aimerais aussi reconnaître la violence causée par la colonisation et l'importance de s'engager et d'apprendre sur la réconciliation par des relations bilatérales, respectueuses et collaboratives avec les communautés et les organismes autochtones. Donc, mon nom à moi est Valérie Perrault. J'utilise le pronom « elle ». Je suis une experte technique en pratique sage-femme qui travaille pour la CSF dans l'équipe nationale depuis le mois de mai dernier. Je suis très contente de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à la dernière de 3 communautés de pratique virtuelles qui ont eu lieu ce printemps. Ces séances ont été organisées avec un financement de l'Agence de santé publique du Canada avec un soutien du Fonds de partenariat d'immunisation, le FPI. C'est un projet qui s'appelle Parlons-en. Les sages-femmes abordent la question de l'hésitation vaccinale. Et c'est un projet qui se termine bientôt, le 31 mars 2024. Il y a 3 objectifs principaux dans le cadre du projet. Les communautés de pratique font partie des activités qui sont en lien avec le premier objectif. Donc, notamment, qui est de développer la capacité des professionnels de la santé pour vacciner et faire la promotion de la vaccination. Comme vous le savez peut-être, on a déjà organisé 2 communautés de pratique. Donc, la première a été donnée par Dr. Jasleen Grewal et elle a eu lieu le 9 février. Elle portait sur la prévention du VRS. La deuxième a eu lieu récemment avec Dr. Julie Bettinger le 12 mars dernier. Ça portait sur des outils pour réduire l'hésitation vaccinale. Et ces 2 présentations-là sont disponibles sur le site de l'ACSF avec des sous-titres en français. Avant de continuer, il y a aussi quelques items pratiques que je voulais vous mentionner. Donc, as I mentioned at the beginning, this session is taking place in French, but there will be a recording of the session with English subtitles available by the end of the week. Sinon, si vous avez besoin d'assistance technique, communiquez avec nous et nos collègues Bryn et Annie qui sont aussi sur cet appel vont pouvoir nous aider avec des problèmes. Il va y avoir une séance de questions à la fin de la session. Donc, étant donné qu'on n'est pas très nombreux, on va pouvoir simplement ouvrir les micros si vous voulez à ce moment-là, partager votre question. Sinon, ça peut être fait aussi dans le clavardage, ça pourrait être une autre option. Et d'ailleurs, donc, les questions, vous pouvez les inscrire aussi au fur et à mesure comme vous y pensez. Et au moment de cette période-là de questions, on pourra les adresser si vous les notez dans le clavardage. Des fois, on oublie si on ne le met pas au fur et à mesure. Sinon, comme je mentionnais, l'enregistrement va être disponible d'ici la fin de la semaine sur le site de la CSF. Donc, pour ce qui est de notre sujet plus particulier, qui est en lien avec l'hésitation vaccinale, qui est en lien avec la thématique de notre projet en particulier. Donc, c'est un sujet complexe. Alors, ça a été déjà démontré dans notre synthèse des données probantes qui a été faite produite par la CSF en mars dernier, qui portait sur le rôle que les sages-femmes peuvent jouer en lien avec la vaccination. Donc, dans la synthèse des données, ils avaient déjà démontré que l'hésitation vaccinale est vraiment un sujet très complexe. Il y a de nombreuses causes qui peuvent mener à l'hésitation vaccinale, dont le manque de confiance dans l'efficacité et la sécurité des vaccins, ainsi qu'un manque de confiance dans les systèmes de soins de santé. Les personnes autochtones, noires et racisées peuvent vivre de l'hésitation vaccinale en raison d'expériences passées ou actuelles de racisme systémique. Plusieurs groupes aussi peuvent vivre de l'hésitation, qui vivent de l'hésitation plutôt, peuvent aussi être susceptibles de vivre des barrières d'accès dans l'accès aux vaccins. Et la synthèse avait démontré que les sages-femmes ont un rôle important à jouer puisque leur approche tient compte des traumatismes dans les choix éclairés en lien avec la vaccination. Et elle avait aussi montré comment des professionnels travaillant auprès de leur communauté, dont des sages-femmes autochtones, peuvent aider à améliorer l'accès à la vaccination. Donc, c'est tous des éléments qu'il faut prendre quand même en considération quand on aborde cette question-là sensible d'hésitation vaccinale. Dans la session d'aujourd'hui, on va continuer d'explorer des outils qui peuvent aider à réduire l'hésitation vaccinale. En particulier, on va porter une attention sur l'entretien motivationnel, ou EM, une approche qui est basée sur la bienveillance et les données probantes et qui est en cours d'implantation dans les maternités du Québec.
J'ai maintenant l'honneur de vous présenter nos deux conférenciers. Dr Gagnard va présenter en premier et sa présentation sera suivie par celle de Madame Hull. Dr Gagnard est pédiatre néonatologiste au CIUS de l'Estrichus et professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Il est affilié au Centre de recherche du CIUS de l'Estrichus en tant que clinicien-chercheur avec le FQRS, le Fonds québécois de recherche en santé. Il a développé et validé l'efficacité d'une stratégie de promotion de la vaccination dans les maternités auprès des parents en utilisant des techniques d'entretien motivationnel, la stratégie Promovac. En collaboration avec le ministère de la Santé du Québec, il a participé à l'implantation de la stratégie Promovac comme programme provincial de santé publique, le programme EMI, et a procédé à son évaluation. De plus, l'équipe de recherche du Dr Gagnard a développé une formation sur l'EM, donc l'entretien motivationnel, appliquée à l'hésitation vaccinale pour les professionnels de la santé et a développé l'outil d'évaluation de cette formation. Il intervient en plus comme expert auprès de l'UNICEF et du CDC américain pour développer des formations sur l'approche de l'EM en immunisation pour les travailleurs de la santé. Madame Wood, elle, est sage-femme au Québec. Elle a un baccalauréat en pratique sage-femme et un baccalauréat en psychologie de Concordia. Elle a exercé sa profession pendant près de 14 ans en Outaouais et en Gaspésie, et elle travaille maintenant à l'Ordre des sages-femmes du Québec en tant que chargée des affaires professionnelles. Elle est candidate à la maîtrise sage-femme à l'Université McMaster. Andrea a vécu elle-même de l'hésitation vaccinale pendant plus d'une décennie et l'a surmontée en 2019 grâce à l'entretien motivationnel. Donc, elle va nous partager son parcours aujourd'hui. Alors, merci à tous les deux. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais passer le micro à Arnaud. Bonjour à tous et à toutes et tous. Merci beaucoup Valérie pour cette invitation à vous parler d'entretien motivationnel dans l'hésitation vaccinale. Donc, je vais commencer par vous partager mon écran et partager mes diapos. Voilà. Donc, on va regarder ensemble un petit peu comment cet entretien motivationnel peut nous aider dans les situations d'hésitation vaccinale, comment ça peut, je dirais, avant tout, améliorer la relation entre un intervenant de santé et quelqu'un qui hésite. Souvent, la relation peut devenir un petit peu une confrontation, c'est pas très amusant. Et comment, grâce à l'entretien motivationnel, on peut trouver un terrain d'entente, un terrain de partenariat pour cheminer ensemble euh, sur un chemin d'acceptation ou de refus de vaccination. On verra que ça se fait beaucoup dans le respect de l'autonomie de la personne, mais comment l'hésitation vaccinale permet d'harmoniser la relation entre deux personnes qui, au départ, semblent opposées sur un point de vue qui est la vaccination. Je voulais dire également que j'avais aucun conflit d'intérêt. Je travaille de façon complètement autonome pour toutes mes recherches avec des subventions publiques. Et tout d'abord, avant de commencer, ben, j'aimerais que vous réfléchissiez à ce que vous répondriez à une personne. Ça vous est sans doute déjà arrivé, mais qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui vous dit bah, pour le vaccin Covid, là, il y a vraiment il y a rien à faire avec tout ce que j'ai lu sur Internet avec vraiment, moi, si je suis très inquiet, c'est pas vraiment que je suis contre, mais le vaccin a été développé trop vite, j'ai pas confiance. Donc, prenez juste 10 secondes et c'est quoi spontanément qui vous vient comme première phrase que vous répondriez à cette personne-là. Et puis, je vous demande d'y réfléchir, puis de garder ça dans votre mémoire et puis de regarder, on verra un petit peu à la fin de l'exposé ce qu'on peut en faire. Alors, avant de commencer à vous donner des données, des explications très compliquées, je vais juste vous raconter une histoire. Parce que souvent, les histoires ont un pouvoir assez merveilleux et nous font comprendre bien des choses. Donc, je vais commencer par vous raconter l'histoire de Marie-Hélène et de Toby, qui sont ici en photo. Et puis, cette histoire, si vous voulez la voir en détail, bah, vous pouvez la retrouver sur ce lien que j'ai mis là. C'était publié par le journaliste Eric Bodman dans Stat News, qui est la revue du Boston Globe en ligne, qui était venu nous rendre visite à Sherbrooke pour regarder le programme EMI et qui avait pu rencontrer Marie-Hélène. Donc, Marie-Hélène, c'était la maman de Toby. Toby était un enfant prématuré qui est né dans mon unité, extrêmement prématuré. Il est resté 5 mois dans le service. Et Marie-Hélène était une maman qu'on pouvait qualifier d'anti-vax, qui appartenait à une communauté anti-vaccin et qui avait refusé la vaccination de tous ses enfants et qui, pendant toute l'hospitalisation de Toby, avait systématiquement décliné la vaccination de Toby. Vu qu'on commence à vacciner dans le service à 2 mois, comme pour les prématurés, on ne décale pas l'âge de la vaccination. Et la veille de la sortie, une des infirmières de mon service m'avait appelé en me disant, écoute Arnaud, est-ce que tu pourrais rencontrer la maman de Toby parce qu'il rentre à la maison, il n'est toujours pas vacciné.
Il est quand même très fragile, on est un peu inquiète. Est-ce que toi, tu pourrais pas rencontrer la maman, vu que les infirmières, ça m'a rassuré de voir qu'ils étaient au courant un petit peu de ce que je faisais comme recherche. Donc j'ai accepté de rencontrer la maman. Et donc j'ai passé, soyons honnêtes, 30, 45 minutes à discuter avec la maman de Toby. Et on a parlé de vaccination. Je l'ai remercié de son ouverture à discuter de vaccination avec moi. Ce que j'ai dit à la maman de Tommy, on va le découvrir dans la suite de l'exposé, mais le lendemain matin, ma collègue qui était en charge de l'unité m'a rappelé en me disant, mais qu'est-ce que tu as dit à la maman de Toby? Parce que on vient de lui faire tous ses vaccins ce matin. Et la maman de Toby est rentrée chez elle et a appelé les services de CLSC et a organisé la vaccination de ses 4 autres enfants. Et un mois plus tard, à ma consultation, j'avais sa meilleure amie qui venait me voir, qui n'avait pas vacciné ses 3 enfants et qui avait pris un rendez-vous de consultation avec moi, qui par la suite a vacciné ses 3 autres enfants. Donc on va essayer de regarder un petit peu, ça paraît un peu magique comme ça, mais comment l'entretien motivationnel permet un petit peu ce beau résultat, cette magie. Donc on va essayer de regarder ça ensemble. Alors, tout d'abord, souvent, en tant que professionnel de santé, on se heurte à ce que j'appelle le paradoxe de l'information. Euh, Souvent, une approche que je qualifierais d'éducationnelle traditionnelle, qui consiste à donner beaucoup d'informations, à donner des faits, à expliquer, à tenter d'expliquer, on s'aperçoit qu'en termes d'hésitation vaccinale, souvent, ça ne fonctionne pas, ou pire même, ça peut renforcer l'hésitation. Et là, on a une littérature scientifique abondante qui montre ça. Et puis, donc, je me suis intéressé, mais à ce moment-là, mais de quoi ont besoin les patients, les parents comme pédiatres? Et donc, je suis tombé sur une méta-analyse qui regroupait une quarantaine d'articles sur de quoi ont besoin les parents en termes de communication sur les vaccins. Puis la conclusion, c'était les parents veulent plus d'informations. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui ne marche pas? D'un côté, donner de l'information, ça ne fonctionne pas, mais quand on demande aux gens, vous voulez quoi? Eh bien, ils veulent de l'information. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment un problème quelque part. Et en creusant un peu plus, je me suis rendu compte que oui, les parents veulent de l'information, mais ils veulent une information claire, simple, adaptée à leur situation au bon moment, puis une information qui est équilibrée entre les avantages et les inconvénients. Et la question ou la solution qui m'est apparue un petit peu, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour donner aux parents les informations dont ils ont besoin pour vraiment répondre à leurs besoins en termes de vaccination. Et la question qui m'est venue, c'est vraiment, c'est quoi les informations dont ils ont besoin, mais surtout comment est-ce qu'on fait pour donner les informations? Et c'est là que je me suis intéressé à l'entretien motivationnel. Parce que, en fin de compte, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire. C'est qu'il n'y a pas une seule hésitation vaccinale. Il n'y a pas un parent type qui a 3 questions et auxquelles on va répondre et tout va être réglé. Non, c'est qu'il y a beaucoup de raisons d'hésitation. Les parents ont chacun leur propre raison d'hésitation et il faut donc adapter notre intervention aux besoins réels du parent. Et donc, c'est là que je me suis intéressé à l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel qui a été développé par des psychologues Miller et Rolnick il y a une trentaine, voire une quarantaine d'années maintenant, le temps passe, et qui se sont aperçus que pour des personnes qui avaient des problèmes d'addiction, de toxicomanie, d'avoir une attitude assez directive ou moralisatrice ou leur dire quoi faire, ça fonctionnait absolument pas. Que par contre, de se mettre de changer un petit peu le paradigme, de se mettre sur un pied d'égalité, de se mettre dans une relation de partenariat, de bienveillance, d'empathie, d'essayer de comprendre l'autre et d'essayer que l'autre trouve lui-même ses propres motivations à un changement de comportement. L'entretien motivationnel a été développé pour un changement de comportement. Et ils se sont rendus compte que cette attitude-là avait beaucoup plus de chances d'aboutir à un changement de comportement que d'être dans une attitude directive. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'appliquer à l'hésitation vaccinale ces grands principes de l'entretien motivationnel et donc de répondre aux questions des personnes, de recevoir leur anxiété sans jugement et d'essayer de cheminer avec eux vers une position plus ouverte sur la vaccination. Donc, plutôt que de faire des longs discours, je vais vous montrer une vidéo de 3 minutes qui vous illustre un petit peu c'est quoi l'approche de l'entretien motivationnel en termes d'immunisation. Donc, je vais juste faire quelques petites opérations techniques et on va pouvoir passer la vidéo. Bon, bonjour maman, bonjour papa, Bonjour. merci beaucoup de m'accueillir. Excusez-moi, j'ai juste oublié de vous dire que le contexte, ce sont des parents en maternité, dans le cadre du programme EMI, et ce sont des parents qui hésitent à vacciner leur enfant, et surtout la problématique des parents, c'est qu'ils ne veulent pas vacciner avant 2 ans.
Donc voilà un petit peu le contexte. Maintenant, je vous laisse écouter le début de l'intervention. Je suis Arnaud, donc je suis conseiller en vaccination. Puis mon rôle, un petit peu là, c'est d'avoir une discussion sur la vaccination avec vous, puis de répondre à vos questions. Je suis avant tout là pour répondre à vos questions. Et donc, je vais commencer par une première question. Vous en pensez quoi de la vaccination? Est-ce que vous avez envisagé la vaccination de l'OX? C'est quoi votre position par rapport à la vaccination? Ben oui, j'ai envisagé la Ouais. vaccination. Je trouve que la vaccination se fait trop jeune. Ouais, Mais sinon, je viens de faire vacciner mon fils de 2 ans. d'accord. Ok, C'est ça. d'accord. Donc, ce que je comprends là, c'est ça, que vous pensez que la vaccination c'est important, Ouais. mais peut-être une crainte par rapport à quel âge on fait la vaccination. Est-ce qu'il faut vraiment faire la vaccination à cet âge-là ou À à 2 mois. quel âge on doit la faire? D'accord, on pourra l'aborder si vous voulez, hein, c'est bien important. Donc vous avez envisagé de vacciner Loïc, mais un peu plus tard, si je comprends bien. Ouais. C'est ça? Bon, parfait. Est-ce que dans la vaccination, vous avez certaines questions par rapport à c'est quoi la maladie contre lesquelles on protège? C'est quoi les vaccins qu'on donne? Est-ce que vous avez des questions spécifiques un petit peu? Ben, les vaccins en soi me dérangent pas. Ouais. C'est vraiment l'âge à laquelle on est dans. D'accord. Donc Ouais. c'est vraiment... Parce que je les ai toutes données à. Je viens juste de les faire. C'est Ouais. vraiment. D'accord. Ça Ok. fait un mois que je les ai faites. Là, Ouais. fait que- Ok. C'est une question aussi d'anticorps que l'enfant il est jeune, les anticorps sont pas tous développés. C'est D'accord. une crainte nous autres on a. Ouais. Ok. Parfait. J'envoie pas mes enfants en garderie. Ouais. Qui restent pas mal chez nous. Ouais. Puis j'allaite jusqu'à 18 mois. D'accord. Fait que, tu sais, Ok, donc à ce moment-là, vous pensez qu'ils sont moins susceptibles d'avoir des maladies, parce que Ouais. comme ils sont à la maison, puis vous allaitez, ça les protège aussi, c'est ça? ouais. D'accord. Donc c'est vrai que vous avez raison, parce que le mode de vie, l'exposition aux maladies change en fonction du mode de vie aussi, bien sûr. Hein, c'est vrai que la garderie les explose à beaucoup plus de maladies. Et puis l'allaitement, on sait que ça protège aussi, et ça donne des anticorps de la maman aussi au bébé. Hein, donc ça, tout ça, c'est des bonnes stratégies pour protéger le bébé. Donc à ce moment-là, est-ce que ça vous intéresse un petit peu qu'on parle un petit peu, parce que vous parlez d'anticorps, de voir un peu comment ça fonctionne un vaccin, comment ça fonctionne l'immunité, comment ça fonctionne un vaccin. Ouais. On va peut-être commencer par ça, puis comme ça on verra un petit peu pourquoi on vaccine. Alors qu'est-ce que vous avez compris du fonctionnement d'un vaccin? Qu'est-ce que vous papa me parlait d'anticorps, qu'est-ce que vous avez compris un peu de... Moi, je pense qu'il injecte le médicament sans le noyau. Pas le médicament, la bactérie sans le noyau. Ouais. Puis là, ton corps crée des anticorps face à. Ouais. Ah, Ça. c'est bien. Ouais. C'est ça que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous connaissez le terme d'antigène? Mm. Moins, d'accord. Non, Hein, donc, voilà. on connaît l'anticorps, ok, d'accord. Bon, c'est ça, donc vous avez raison. Hein, donc il y a des microbes, hein, on va appeler ça des microbes, donc des bactéries, Alors voilà, donc on vient de voir les 3 premières minutes de l'intervention du conseiller et on va essayer de résumer un petit peu c'est quoi les grands principes de l'utilisation de l'entretien motivationnel auprès d'une personne hésitante. On essaie de fonctionner en quatre grandes étapes, évidemment qui sont imbriquées les unes dans les autres, mais qu'on essaye de suivre quand même. La première, c'est qu'il faut absolument prendre soin de la relation. Il faut vraiment établir une relation de confiance avec les personnes. Il faut être dans ce qu'on appelle l'esprit d'entretien motivationnel, c'est-à-dire ne pas porter de jugement, accepter l'hésitation de la personne et même être curieux de l'hésitation, de la croyance de la personne, de sa position. Et surtout, à cette étape-là, c'est pas du tout le moment d'essayer de corriger des informations erronées dans un premier temps. Vous avez vu que dans l'entrevue avec les parents commencent à dire que le système immunitaire n'est pas mature, qu'avant 2 ans, le système n'est pas mature, on ne peut pas faire de vaccin, etc. C'est pas le moment de corriger les informations qui sont erronées. C'est pas le moment d'essayer de convaincre avec des arguments. C'est le moment de laisser les gens exprimer leurs craintes, exprimer leurs préoccupations et d'utiliser ce qu'on appelle en entretien motivationnel l'empathie, c'est-à-dire dans la définition d'entretien motivationnel, c'est-à-dire montrer aux personnes qu'on les comprend et qu'on veut les aider. Et ce que les études ont montré, c'est qu'en entretien motivationnel, c'est que l'empathie, c'est le moyen le plus efficace d'avancer vers un changement et d'aider la personne à changer. Ensuite, on prend soin de cette relation, mais on essaie de comprendre quels sont les déterminants de l'hésitation de la personne, pourquoi la personne hésite. Donc, on utilise donc, ce qu'on appelle les savoir-faire en entretien motivationnel, c'est-à-dire qu'on pose des questions ouvertes, on laisse les gens élaborer, on fait des reflets complexes, c'est-à-dire la façon de montrer aux personnes qu'on a compris ce qu'ils voulaient dire,
pas forcément ce qu'elle vient de dire, juste ce qu'elle vient de dire, le paraphraser ce qu'elle vient de dire, mais de montrer qu'on a vraiment compris. Par exemple, dans l'intervention avec les parents, quand la maman dit qu'elle ne met pas ses enfants en garderie, qu'elle allaite, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle pense protéger ses enfants comme ça. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de refléter avec ce reflet complexe. Donc, en faisant ça, vous prenez soin d'eux, vous pensez que vous les protégez comme ça. Et c'est ce que la maman acquiesce, et ça montre qu'on essaie de comprendre les personnes, qu'on les comprend. Et surtout, quand on comprend pourquoi les personnes hésitent, ça permet de cibler, c'est quoi les informations pertinentes que je vais pouvoir donner à cette personne pour l'aider à cheminer dans son hésitation. Une personne qui hésite parce qu'elle ne sait pas trop comment les vaccins sont étudiés, s'ils sont sécuritaires, si je commence à lui parler de toutes les maladies, lui expliquer toutes les maladies, ça n'aura aucun sens pour elle, ce n'est pas son problème. Par contre, si je commence à lui expliquer comment sont faites les études d'efficacité du vaccin, de sécurité du vaccin, et qu'on discute là-dessus, il y aura peut-être plus de chances que ça fasse du sens pour la personne et qu'elle change d'avis. Donc ça permet vraiment de cibler les informations et d'éviter de balancer un flot d'informations qui seront traitées toutes de la même façon, puis que les parents n'ont pas forcément besoin. Donc on va vraiment cibler l'information qui est pertinente, spécifique, qui va répondre aux besoins du parent. Puis ça, c'est la troisième étape. Une fois qu'on a vraiment établi cette relation de confiance, qu'on a compris les raisons d'hésitation, à ce moment-là, on va pouvoir donner l'information qui va correspondre à ce besoin-là. Pour donner l'information, on utilise, encore une fois, un savoir-faire d'entretien motivationnel qui est le demander, partager, demander. C'est-à-dire qu'on demande toujours la permission avant de donner des informations. Et même, on essaie de susciter la curiosité. On essaie de poser des questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu, mais je demandais aux parents si ça vous intéresse qu'on regarde ça ou qu'on regarde ça. Puis j'avais ouvert une porte sur les maladies. La mère dit non, ça ne m'intéresse pas trop. OK, est-ce que de savoir comment fonctionne le vaccin pour comprendre pourquoi on vaccine plus tôt, ça vous intéresse? Ah oui, là, ça m'intéresse. Donc là, on va là-dessus. Ça, une fois que les parents donnent leur autorisation, ils sont plus réceptifs à ce qu'on va leur dire. Quand on donne une information que la personne n'a pas sollicitée, ça génère souvent un sentiment de ou on ne respecte pas mon autonomie, ou alors on essaie de vendre quelque chose que je ne veux pas forcément. Tandis que quand on demande la permission, ça respecte l'autonomie de la personne et la personne est plus à même d'écouter ce qu'on va dire. Et l'élément fondamental également, c'est qu'on va essayer en partenariat, de co-construire ensemble des nouvelles connaissances qui vont augmenter la perception de l'importance de la vaccination. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien rapprocher l'entretien émotionnel de la philosophie. Le philosophe Spinoza avait dit on ne peut changer une croyance ou une pensée que par quelque chose qui a plus de sens que la croyance a changé. Et donc, il faut que ces nouvelles connaissances fassent du sens pour les parents. Et donc, si on les construit ensemble, on a beaucoup plus de chances, justement, que ça fasse du sens pour les parents. Et enfin, très important de respecter l'autonomie de la personne. Et bien conscient que la décision finale revient à la personne et qu'on est là pour cheminer avec elle dans cette réflexion sur la vaccination. Bien évidemment, on a une position clairement en faveur de la vaccination, qu'on va recommander la vaccination, mais on respecte l'autonomie de la personne. Et on porte ce qu'on appelle une attention au discours changement, c'est-à-dire toute la façon de présenter la vaccination ou de cheminer vers la vaccination qui amène une ouverture par rapport à la vaccination. Plutôt que de dire à la personne qu'est-ce qui t'inquiète dans la vaccination, on peut lui demander de quoi aurais-tu besoin pour être rassuré pour prendre ta décision. Et c'est comme ça qu'on initie un discours changement, une orientation vers le discours changement. Donc voilà les grands principes de l'utilisation de l'entretien motivationnel en immunisation dans l'hésitation vaccinale. On va regarder maintenant en quelques minutes c'est quoi les données probantes de l'efficacité de cette approche-là dans le domaine de l'hésitation vaccinale. Alors, on a commencé les recherches, ça va pratiquement faire une quinzaine d'années maintenant avec la stratégie Promovac. La première étude était réalisée déjà en 2009, 2010, 2011 à Sherbrooke. Et donc, la première idée, c'était les premiers vaccins sont à 2 mois. Si on veut que l'information soit donnée en temps opportun, il faut commencer à donner l'information de façon précoce. Puis, on a des données aussi qui nous montrent que les retards vaccinaux, souvent, un retard au premier vaccin est associé à un retard de l'ensemble de la vaccination de l'enfance. Donc, globalement, il faudrait des stratégies précoces. La première idée, c'est, est-ce qu'on ne peut pas faire ça à la maternité? La majorité des naissances se passent en maternité. Est-ce qu'on ne pourrait pas rejoindre tous les parents à ce moment-là? Puis, la deuxième idée, c'est, voyant que les stratégies traditionnelles d'éducation ne fonctionnent pas, est-ce qu'on peut utiliser l'entretien motivationnel pour faire une stratégie éducative en maternité avec les parents et leur donner l'information dont ils ont besoin. Donc, on a commencé à faire une première étude à Sherbrooke en Estrie
Et on a montré dans cette étude que l'intention de vaccination, qu'on recueillait sur une échelle de Likert à 4 catégories, mais après l'intervention, vous voyez qu'elle augmentait de 15%. Il y avait 15% de plus des parents qui avaient l'intention de vacciner leur enfant après avoir reçu l'intervention. Puis ce qu'on a fait, on s'est dit, bon, bah, c'est bien, on augmente l'intention de vaccination, mais est-ce qu'on augmente réellement la vaccination? Et donc, on a suivi la cohorte des parents qui avaient reçu l'intervention. On a suivi la couverture vaccinale de leur enfant. On a comparé à une cohorte d'enfants nés dans la même période, dans la même maternité, mais dont les parents n'avaient pas reçu l'intervention. Puis ça, c'est le diagramme de droite. Et vous voyez qu'on a une augmentation significative des couvertures vaccinales à tous les âges de la vaccination dans la cohorte des enfants qui avaient reçu, dont les parents avaient reçu l'information. Puis quand on fait une régression logistique de loi de Poisson, ben ça donnait que quand les parents reçoivent l'intervention, l'enfant a 9% de chances de plus d'être complètement vacciné sans aucun retard pour tous les vaccins de 0 à 2 ans. Donc c'est quand même un impact très important sur les couvertures vaccinales. On a fait une autre étude à l'échelle du Québec pour voir si c'était généralisable à l'ensemble de la population du Québec. Donc, on a fait ça dans les 4 principales maternités du Québec, donc Sherbrooke, Québec, et puis les maternités rattachées à McGill et Sainte-Justine à Montréal. Et donc, vous voyez que dans chaque centre, on a une augmentation significative de l'intention de vaccination. Mais ce qu'on a également utilisé, c'est le score d'hésitation vaccinale qui venait d'être découvert par Oppel aux États-Unis, donc un score sur 100 qui mesure l'hésitation et qui est corrélé à la vaccination. Et donc, on a montré qu'après l'intervention, ce score diminuait de 40%. Et fait également très intéressant, ce score permet vraiment de prédire la vaccination des enfants. Puis on savait qu'un score supérieur à 50, c'est vraiment un niveau d'hésitation très élevé associé à une non-vaccination assez importante. Et donc, avant l'intervention, vous voyez, c'est le diagramme de droite, dans le petit carré rouge, il y a 16% des parents qui ont un score d'hésitation supérieur à 50. Mais après l'intervention, il n'y a plus que 5% des parents qui conservent un score d'hésitation supérieur à 50. Donc, vous voyez, même chez les parents qui ont un niveau très élevé d'hésitation, l'intervention avec entretien motivationnel a vraiment un impact très important. Ça permet de diviser par 3 le nombre de parents qui restent très hésitants. Alors, suite à ces études, le ministère de la Santé a décidé d'implanter la stratégie Promovac dans le cadre d'un nouveau programme de santé publique qui est le programme EMI pour entretien motivationnel en maternité pour l'immunisation des enfants. Et donc, la philosophie de ce programme, c'est vraiment d'offrir à tous les parents, lors du séjour en maternité, un échange ouvert sur la vaccination pour les soutenir dans leurs décisions, évidemment pour offrir la meilleure protection et améliorer les couvertures vaccinales de tous les enfants au Québec, mais avec cette approche de l'entretien motivationnel qui est au cœur du programme EMI. Donc, très rapidement, quels sont les résultats? On a évalué l'impact de ce programme. Donc, on a fait ça la première année d'implantation du programme, donc de 2018 à 2019. Et vous voyez que dans toutes les maternités où le programme a été implanté, on avait une augmentation significative sur l'intention de vaccination. On avait une diminution significative des scores d'hésitation et également une diminution significative sur les scores d'hésitation très élevés. Donc, vous voyez qu'on avait des données qui ressemblaient aux données qu'on avait retrouvées dans les études. Donc, c'était assez rassurant de voir qu'en situation réelle, on avait un impact majeur du programme EMI comme on l'avait dans les études. On a suivi les cohortes d'enfants vaccinés dans les régions où le programme était implanté, qu'on a comparé à des cohortes d'enfants nés de la même région dans la même période, mais dont les parents n'avaient pas bénéficié du programme EMI. Et vous voyez qu'on a à nouveau une augmentation significative de la couverture vaccinale à tous les âges de la vaccination. Et quand on fait une régression logistique, on a une amélioration globale à 2 ans de 10% de la vaccination des enfants. C'est ça que quand les parents reçoivent le programme EMI, ben, l'enfant a 10% de chance de plus d'être complètement vacciné sans aucun retard, ce qui est quand même très significatif. 10%, c'est vraiment énorme quand on est sur des couvertures vaccinales à 70-80%. Donc, c'est vraiment un impact très, très significatif. Donc, le programme est toujours en cours de globalisation, d'implantation dans toutes les maternités. C'est en cours. On est à peu près à 90-95% des maternités qui sont maintenant rejointes par le programme et donc c'est toujours en phase d'installation. La satisfaction des parents, vous voyez qu'on a des taux de satisfaction très élevés
à plus de 91, 92, voire 95, 97%, que les parents apprécient participer au programme, qui recommandent que ce programme soit vraiment offert à tous les parents. Et surtout, ce qui est vraiment un marqueur d'utilisation de l'entretien motivationnel, vous voyez qu'il y a plus de 97% des parents qui disent que la discussion a respecté leur point de vue, qui est vraiment le témoin de la qualité de l'utilisation d'entretien motivationnel dans ces discussions. Très brièvement, donc le concept s'est exporté en France. On a fait une étude dans plusieurs maternités en France, dans le sud de la France, qui est une région qui est marquée par un fort niveau d'hésitation. Et vous voyez que, comparé à la remise d'un pamphlet sur la vaccination, bah, une intervention avec entretien motivationnel a, sur le diagramme de gauche, un effet très significatif sur la réduction du niveau d'hésitation vaccinale, donc sur les scores d'hésitation vaccinale. Et quand on regarde à droite, qui est l'intention de vaccination, là sur une échelle de 0 à 10, vous voyez qu'on a un impact très significatif également sur l'intention de vaccination. Donc ça fonctionne aussi dans un autre contexte culturel et dans un pays où les vaccinations sont obligatoires comme la France. Enfin, si jamais vous voulez plus d'informations, on a également testé le concept dans le cadre de la vaccination Covid avec des adultes. Et puis, j'ai écrit un article dans le New York Times avec une psychologue américaine que vous pourrez retrouver facilement, je pense. Et c'est sous la forme d'un chatbot avec un dialogue, avec questions-réponses. Et puis, vous avez les réponses qui génèrent de l'hésitation puis du renforcement d'opposition, ou les réponses, au contraire, en utilisant l'entretien motivationnel qui vous permettent de cheminer plus facilement dans un dialogue plus ouvert. Alors, quelles sont les perspectives un petit peu maintenant de cette approche et du programme EMI? Est-ce que ce programme pourrait changer la perception de la vaccination dans la population? C'est sûr qu'on est parti en termes de santé publique avec une idée complètement contre-intuitive, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir un impact populationnel en faisant une intervention individualisée qui rejoint chaque personne, en respectant l'autonomie de la personne. Donc, c'est sûr que quand moi j'ai présenté ça en santé publique, on m'a un petit peu regardé comme un ovni au départ. C'est assez contre-intuitif, mais de s'apercevoir qu'au final, en ayant une intervention individualisée qui respecte la personne, qui respecte son autonomie, ben, on peut avoir un impact de santé publique. Puis, globalement, on se dit, ben, le Québec, c'est 80-90 000 naissances. Ça fait 160, 180 000 par an. C'est 2% de la population. Donc, le programme, chaque année, rejoint 2% de la population. Ce qui fait qu'en une dizaine d'années, ben, c'est un programme qui pourrait faire qu'il y ait 20% de la population qui ait pu rencontrer un conseiller en vaccination. Et globalement, la majorité des parents au Québec auraient pu avoir la chance de rencontrer un conseiller en vaccination. Donc, est-ce que ça peut être une masse critique suffisante pour changer la perception de la vaccination au Québec? J'aime beaucoup cet ouvrage, je ne sais pas si vous le connaissez, de Malcolm Gladwell, qui s'appelle Le point de bascule, et qui montre que comment changer une perception dans une population, et que globalement, en fin de compte, il ne faut pas changer la perception de 50% de la population, mais le chiffre critique, là, ce point de bascule, c'est 11%. Une fois que vous avez rejoint 11% d'une population qui est convaincue de quelque chose, c'est là qu'il peut y avoir un changement populationnel. Donc, peut-être, et c'est une des idées que le Comité d'immunisation du Québec a avec ce programme, qu'on pourrait avoir un impact sur la perception de la vaccination, notamment sur la susceptibilité des parents vis-à-vis de la désinformation. Enfin, je terminerai en vous présentant le nouveau projet, donc, qui est également financé par le Fonds de partenariat en immunisation de l'Agence canadienne de santé publique, qui est le projet Mycovac. Mycovac, c'est quoi? C'est, en fin de compte, c'est d'offrir la possibilité à tous les parents d'avoir la chance, comme les parents qui ont un nouvel enfant puissent avoir le programme EMI, d'avoir accès à un conseiller en vaccination. Donc, Mycovac, c'est des conseillers en vaccination qui sont accessibles à tous les parents au Canada et qui peuvent prendre un rendez-vous, donc en cliquant sur le QR code qui est sur l'affiche, ils peuvent prendre un rendez-vous avec un conseiller en vaccination qui a été formé en immunisation, qui a été formé en entretien motivationnel et qui pourra faire une intervention du type EMI en maternité, mais là sur l'ensemble de la vaccination des enfants et répondre aux questions des parents. Donc, c'est un service totalement gratuit qui est mis en place avec l'Agence canadienne de santé publique. Et donc, on a des conseillers partout à travers le Canada qui peuvent répondre aux questionnements des parents. Et d'ailleurs, on voit une augmentation de la demande avec l'épidémie de rougeole actuelle où il y a une recrudescence de parents qui se connectent sur le site pour demander des rendez-vous avec des conseillers en vaccination. Donc, en résumé, vous voyez que l'hésitation vaccinale, c'est un peu un torrent. Si on essaye de traverser la case numéro 1, le torrent de front,
et de s'opposer au courant, de s'opposer à la vaccination, bah, très rapidement, on revient sur le rivage de l'hésitation, on n'arrive pas à traverser, mais que globalement, bah, l'hésitation, il faut la respecter, l'hésitation de quelqu'un, il faut la respecter, il faut cheminer avec lui à travers son hésitation pour aller sur le rivage de l'acceptation, mais en partenariat et en suivant un petit peu cette hésitation au départ sans l'affronter. C'est vraiment primordial. Puis maintenant, je vous laisse avec ma petite question du début. Est-ce que maintenant, quand vous allez rencontrer une personne qui vous dit bah, il n'y a rien de rassurant que j'ai lu sur Internet sur la vaccination Covid, est-ce que c'est la même phrase qui vous vient automatiquement à l'esprit? Est-ce que vous répondriez spontanément la même chose ou est-ce que maintenant, c'est peut-être une autre question, peut-être un autre reflet qui vous vient à l'esprit pour partager cette réflexion avec la personne? Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que j'ai respecté mon temps qui était prévu. J'arrête de partager mon écran. Voilà. Et je vous laisse avec Andrea et son beau témoignage. Merci beaucoup, Arnaud. Bonjour tout le monde. Je partage mon écran. Donc, j'aimerais vous partager un peu ce que moi j'ai vécu, qui a créé mon hésitation vaccinale. Donc, j'avais 25 ans, j'étais dans ma 3e année d'études pour devenir sage-femme. Et puis, pendant un stage en clinique d'avortement, j'ai rencontré une mère qui était vraiment déchirée par son choix d'avorter. Elle m'a expliqué que le bébé qu'elle portait avait un gros problème génétique. Ça ne la dérangeait pas, mais qu'elle avait aussi un enfant, un très jeune enfant à la maison qui était quadraplégique depuis sa vaccination et qu'elle ne serait pas en mesure de s'occuper de 2 enfants avec des besoins intenses. Pour moi, c'était vraiment surprenant. J'avais jamais entendu parler de victimes vaccinales avant, mais j'avais quand même un ami qui était quadraplégique. Puis quand je lui ai raconté l'histoire, il m'a dit que plusieurs personnes dans son centre de réadaptation avaient aussi eu le syndrome Guillain-Barré, puis que le Québec était la seule province, en fait, qui avait un programme d'indemnisation pour les victimes. J'avais pas reçu dans le bac sage-femme à ce moment-là de formation sur la vaccination. Puis, on m'avait quand même vraiment bien enseigné de questionner le paradigme médical. Donc, c'est dans ce terreau fertile-là, avec ces 2 éléments d'histoire-là, que mon hésitation vaccinale est née. Quand on regarde les raisons générales que les gens vont avoir pour hésiter face au vaccin, on voit que mes raisons n'étaient pas particulièrement spéciales. Donc, quelqu'un m'a dit que mon enfant a fait une mauvaise réaction à un vaccin. Ils m'ont dit que le vaccin était dangereux. Et puis, par la force des choses, en voyant, dans le fond, le nombre de personnes qui avaient ces maladies pour lesquelles on voulait vacciner, ben, je commençais à me poser des questions par rapport à l'utilité, puis par rapport à la sécurité du vaccin. Par la suite, cette période-là s'installait vraiment dans la période 2008, 2009, 2010. Le film Silence, on vaccine venait de sortir. Il y avait très peu d'informations sur les sites du gouvernement en lien avec les risques associés en termes de statistiques. Puis, je me suis retournée vers d'autres sources que je pensais ou qui me paraissaient quand même assez fiables dans le temps. Là, je me dis, mon Dieu, quoi je pensais? J'avais quand même 8 années d'université derrière la cravate. Là. En tant que personne qui voulait m'assurer de faire des choix éclairés puis de prendre des bonnes décisions, en tant que bonne mère aussi, je passais vraiment beaucoup de temps à m'investir à lire, dans le fond, ce qu'il y avait disponible par rapport à la vaccination. Mais en fait, tout ce que je faisais, c'était de rendre encore plus solide mon billet de confirmation. Personnellement, où est-ce que je me situais, vraiment dans le continuum de l'hésitation face à la vaccination, c'est que ben, j'en acceptais pas, mais je savais que j'allais en accepter éventuellement. Je retardais, dans le fond, la majorité des vaccins pour mes bébés quand je les ai eus. Et puis, je vivais ça quand même publiquement en assumant mes décisions, mais personnellement, l'expérience, c'était une source de stress. Je voulais que mes enfants soient vaccinés, mais j'avais vraiment une fixation sur les risques. A posteriori, quand y repensant, je réalise que ça s'insérait vraiment dans un phénomène probablement un peu plus d'hypervigilance, d'anxiété postpartum non diagnostiquée, mais tous ces concepts-là étaient vraiment très peu connus dans le temps, puis il y avait vraiment des éléments qui étaient venus rendre ma perspective de la vaccination
biaisé d'une façon que c'était très difficile pour moi d'aller chercher l'information qui allait renforcer ma confiance dans le processus vaccinal. Fait que qu'est-ce qui a changé pour moi? Ben, en 2019, j'ai été invitée à représenter les sages-femmes du Québec aux Journées annuelles de la santé publique sur un comité d'experts sur la vaccination en période périnatale. Donc, c'est dans le temps que le vaccin pour la coqueluche sortait. On voulait que plus de personnes reçoivent le vaccin contre la grippe. Puis là, j'ai eu un souper en tête-à-tête avec Dr. Gaston Dessert, qui est un épidémiologiste et un expert mondial en vaccination. Il est super, il est intéressant, il est curieux, il est sympathique. On a jasé, on a passé tout un souper ensemble. Puis, dans le fond, il a pris le temps de m'ouvrir la porte un petit peu sur le monde du travail que lui faisait, de ses perspectives, de qu'est-ce qu'il prenait en compte quand il prenait des décisions par rapport à qu'est-ce qu'on devait rajouter, changer au calendrier vaccinal. C'est une rencontre extraordinaire parce que j'ai compris que les personnes qui prennent les décisions n'étaient pas aveugles au fait qu'il y avait des risques au vaccin, n'étaient pas aveugles au fait qu'il y avait des possibilités que des personnes en vivent les conséquences aussi. Puis, son approche était quand même de dire, ben, faut qu'on soit méfiant. Et puis, les recherches qu'il développait, dans le fond, la façon qu'il les développait, c'était pour dire, OK, ben, en fait, oui, c'est efficace, oui, c'est sécuritaire, puis voici pourquoi, puis voici les proportions des personnes qui vont être vraiment protégées comme du monde versus, tu sais, comme tout considérer le portrait global, dans le fond, de la santé des gens. Puis, il sait bien que les vaccins sont pas parfaits, mais c'était ultra rassurant pour moi de voir que ces personnes-là étaient à la tête des décisions au niveau des provinces. Ça, c'est le jour 1. Le jour 2 arrive, c'est le lendemain. Je passe une journée complète à apprendre et à pratiquer l'approche de l'entretien motivationnel. Puis, à la fin de la journée, Arnaud Gagneur vient vers moi, il s'assit, il se retrousse les manches, puis il commence à jaser avec moi. Puis, il a passé à peu près 1 heure presque à jaser avec moi. Puis, honnêtement, ça a pris à peu près 15 minutes pour comprendre ce qui se passait. Puis là, j'ai réalisé, il est en train de me faire de l'entretien motivationnel par rapport à ma propre hésitation vaccinale. Mais c'est vraiment ça que ça a pris pour relâcher l'emprise que l'hésitation vaccinale avait sur moi depuis plus qu'une décennie. Tu sais, juste 2 sessions privées avec 2 experts mondiaux en vaccination puis en hésitation vaccinale. Mais ça a vraiment valu le coup, je dirais, parce que suite à ça, je me suis comme investie à faire ma part. Et puis, j'ai commencé à me renseigner de la même façon que je m'étais renseignée sur la sécurité vaccinale de façon particulière. Ben, j'ai commencé à me renseigner sur le phénomène de l'hésitation vaccinale. Les livres que je partage ici sont disponibles gratuitement en ligne. Si vous faites un Google search, vous pouvez les trouver. So these books are both available free online. Puis, c'est vraiment de comprendre l'origine de mes craintes, comprendre la chaîne d'événements qui m'a mené à avoir les croyances que j'avais, puis de détricoter, dans le fond, mes biais qui avaient pris une ampleur problématique. Moi, j'avais besoin d'avoir confiance dans les experts, dans les personnes qui disaient, ce vaccin-là, à ce moment-là, c'était la meilleure option. C'est pas l'option parfaite, mais c'est celle qui a le plus de chances de te garder puis de garder ton enfant en sécurité puis en santé. Je pense que quand moi j'ai compris que je pouvais avoir confiance dans les experts qui étudient de façon extraordinaire la vaccination, la sécurité vaccinale, j'ai compris que moi, Andrea Hull, sage-femme, je peux vraiment lâcher prise là-dessus puis me concentrer sur mon champ de compétences puis mon champ d'expertise. J'avais pas besoin de maintenir mon hypervigilance à l'égard de la sécurité vaccinale. Puis d'avoir développé cette confiance-là dans les experts de la vaccination, c'était extrêmement libérateur. J'en suis ultra reconnaissante. 2019, là, la COVID n'était pas loin après. Puis, quand je voyais tout ce qui se passait par rapport à l'hésitation vaccinale avec le vaccin de la COVID, j'ai envoyé un courriel à Dr. Gagnard, puis j'ai dit, je t'ai remercié. J'ai dit, je te remercie tellement d'avoir pris ce temps-là avec moi à ce moment-là, parce que j'aurais été en train de vivre la même chose, la même souffrance que je vois d'autres personnes puis d'autres collègues vivre par rapport à l'hésitation vaccinale. Bon, donc, pourquoi est-ce que c'était si important que j'adresse mon hésitation vaccinale en tant que sage-femme?
Parce que pour nos clientes, comme veux pas, on est quand même la personne experte à qui ils peuvent poser leurs questions. Ils vont pas tout avoir accès à Arnaud Gagneur puis à Gaston Dessert. Mais mon choix éclairé qui était neutre sur la vaccination, c'était vraiment pas utile pour personne. La recommandation nuancée de la sage-femme, c'est un élément super important pour l'adoption d'une meilleure pratique qui est clairement evidence-based. Puis on a la chance de bâtir ces relations de confiance avec notre clientèle déjà à la base. Moi, je vous encourage à aller lire cet article-là si vous avez la chance. C'est quand même bien, mais je vais vous en montrer quelques éléments qui m'avaient particulièrement intéressée. Quand les sages-femmes ont de l'hésitation envers la vaccination, c'est vraiment un défi pour elles d'entretenir des des discussions de choix éclairés qui sont efficaces puis adéquats. Donc, en général, si elles ont une hésitation vaccinale, elles ne vont pas le faire. Personnellement, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai pas reçu de formation dans mon programme initial en matière de vaccination, ni en matière de counseling face à la vaccination. Puis je pense qu'il existe quand même un écart pour plusieurs sages-femmes entre les besoins d'information de leur clientèle, puis le besoin de l'approche de la clientèle, puis leur connaissance, puis leurs compétences à elles-mêmes en matière de vaccination. Notre clientèle s'attend à ce qu'on soutienne leur prise de décision comme qu'on le fait pour tous les autres choix qu'on leur propose. Donc là où est-ce que l'entretien motivationnel, moi, je vois ça comme l'évolution un peu du choix éclairé. Ici, je partage les différents éléments du choix éclairé. Puis on voit vraiment au niveau de la première flèche de comprendre les motivations de la clientèle, de comprendre non seulement qu'est-ce qui est important pour eux, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de leur réflexion. C'est l'élément, dans le fond, où est-ce qu'on va le plus aller travailler, puis le plus aller comme développer, puis dénouer, détricoter les éléments, dans le fond, qui vont leur permettre de faire des choix qui sont différents. Puis quand j'ai incorporé ça à ma pratique, c'était vraiment c'était révolutionnaire pour moi. Mes recommandations que je fais en lien avec le tabagisme, l'alimentation, l'exercice, le repos, l'allaitement, sont toutes devenues, ils ont pris une forme différente, puis une forme que je pense qui fonctionne vraiment bien pour la clientèle. Donc, encore une fois, avec l'entretien motivationnel, tu n'es pas en train de convaincre quelqu'un de faire quelque chose, tu n'es pas en train de le convaincre et lui dire pourquoi il devrait faire quelque chose non plus. Les gens savent pourquoi ils ne devraient pas fumer, ils savent pourquoi ils devraient allaiter. Tu es en train de renforcer leurs compétences, de soutenir, puis de développer leur agentivité, puis de bâtir leur confiance dans leur capacité à eux-mêmes de faire le choix qui va le plus fitter avec leurs valeurs. Puis de ne pas rester figé dans l'indécision ou de ne pas rester figé avec un inconfort de faire un choix que tu n'as pas le goût de faire. Donc, c'est pas le fun de faire vacciner ton bébé quand tu as super peur, tu es en train de te dire que tu es peut-être en train de faire quelque chose qui va gâcher vos deux vies. Puis d'avoir adressé ma propre hésitation vaccinale, moi, m'a permis de faire des recommandations en faveur de la vaccination, puis de vraiment soutenir les parents de façon à diminuer leur hésitation puis leur anxiété face à la vaccination. Donc, de la même façon qu'on va mettre en contexte les risques d'un AVAC ou les risques d'un accouchement en siège ou de laisser nos enfants se rendre à pied à l'école le matin, je pense qu'on peut contextualiser que les avantages et la sécurité surpassent nettement les risques sans penser que la vaccination est parfaite et sans aucun risque, mais c'est extrêmement libérateur de pouvoir faire confiance dans la vaccination puis de pouvoir offrir cette confiance-là, dans le fond, avec l'entretien motivationnel aux parents qu'on dessert puis qu'on suit. Donc, pour conclure, je vous remercie d'avoir écouté mon partage. Il y a toujours comme vraiment beaucoup de choses à faire puis à apprendre, mais je pense que généralement, si on veut aller dans le changement, le plus important, c'est juste de prendre un moment puis de s'arrêter, de respirer, puis d'être tranquille avec soi. Puis quand on se laisse cet espace-là, ben le changement peut commencer à émerger. Puis je vous souhaite ça pour le reste de votre journée, puis le reste de votre après-midi. Merci. Donc, je retourne la parole. J'arrête mon partage. Je sais pas comment faire. Stop share. Super. Merci beaucoup, Andrea, pour ton témoignage si authentique. Puis Arnaud aussi pour tout ce que tu nous as partagé généreusement par rapport à l'approche d'entretien motivationnel. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient ça se lancer en posant une question ou bien dans le chat ou bien en ouvrant votre micro. Excusez-moi, un petit chat dans la gorge.
Sinon, j'ai commencé à mettre des liens vers un article mentionné par Andrea, l'article mentionné par rapport à avec différents auteurs, dont Wendy Pringle, qui est une des auteurs qui avait participé, qui a aussi aidé à l'élaboration du cours qui est offert sur la plateforme de UBC CPD. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance de faire ce cours-là, mais c'est ça qui m'a donné l'inspiration d'aller contacter Julie Bettinger, puis ensuite Arnaud Gagnard, pour qu'ils puissent nous offrir ces webinaires-ci dans cette maintenant, actuellement, au printemps 2024, pour nous aider à nous éclairer dans ces discussions-là, qui sont pas évidentes quand même à voir aussi. Donc, merci à tous les deux pour votre partage. Mais merci. Tu sais, comme je vois des personnes que je reconnais dans la salle, donc je sais pas s'ils sont là ou en train de manger leur sandwich, là, mais je sais que j'ai eu des discussions sur la vaccination avec certaines d'entre elles. Mais s'il y a d'autres personnes qui aimeraient, qui ont des questions à poser ou sur le processus de l'entretien motivationnel, où aller pour faire la formation, comment ça se passe. Arnaud, peut-être en attendant que d'autres personnes se lancent, est-ce que tu Oui, pourrais oui, nous parler un justement. peu? Tu es en train de développer un cours qui serait disponible en ligne sur l'entretien euh, motivationnel? oui, c'est ça. Mais juste avant ça, moi, je voulais remercier Andrea. Je voulais te remercier pour ton témoignage. Quand je t'écoute, je me dis, bah, c'est vraiment pas une heure de perdu que j'ai passé à discuter avec toi. Et parce que C'est vraiment, jamais une heure de perdu passer une heure avec moi, mais je dirais que c'est encore plus de... Non, c'était Peut-être, oui. vraiment, tu sais, c'était... Puis je me rappelle, le plus que tu parlais, le plus que tu descendais près de la table pour dire comme, oh mon Dieu, c'est sans fin, là, ces préoccupations puis ces questions. Mais je suis ressortie de là avec euh, transformée. Transformée. Puis, euh, t'as tiré, t'as dénoué quelque chose qui était pris, puis après ça, tout est devenu beaucoup plus facile. Puis j'ai vacciné, tu sais, par la suite, très rapidement, mes enfants pour tous les vaccins qui ont suivi, là. Tu sais, je continue quand même d'avoir des moments où est-ce que je me dis, ah, OK, genre, ouais, c'est beau, je le fais, mais c'est pas du tout le même niveau, là, de stress que c'était auparavant. C'est incomparable. Non, mais je te remercie surtout bah, de témoigner de ça. C'est jamais facile, tu sais, d'avouer, ah bah, avant j'étais comme ça, puis j'ai changé, etc. C'est pas facile. Puis pour moi, c'est vraiment la plus belle illustration du partenariat que permet l'entretien motivationnel et de la bienveillance dans l'entretien motivationnel. À partir du moment où on ne juge pas personne qui hésite, on ne juge pas parfois l'agressivité d'une personne qui hésite, parce que souvent la difficulté vient de là, puis dans ce que j'entends avec les collègues, c'est cette difficulté à répondre à une certaine agressivité, pas forcément physique, mais ou ni verbale, mais on sent une tension, on sent un besoin de se défendre, en fin de compte. La personne qui vit une hésitation, souvent, elle a besoin de se légitimer, parce qu'elle se sent prise en défaut, qu'on va lui faire comprendre qu'elle est en défaut, donc elle est sur la défensive. Et à partir du moment où on calme ça, puis on légitime la personne dans ce qu'elle vit, la personne vit une anxiété, et tu l'as très bien décrite, la personne vit un moment où elle n'est pas à l'aise. Et donc, il faut le recevoir. Et quand on est dans cette bienveillance, dans cette empathie, l'entretien motivationnel, on est capable de recevoir, OK, la personne là, elle est mal. Ce qu'elle exprime, c'est un mal-être, c'est un malaise. Et je vais simplement essayer de l'aider. Puis, j'ai pas la responsabilité sur mes épaules de la faire changer, de la convaincre de quoi que ce soit. Je veux juste aller l'aider. Moi, j'ai les connaissances, moi, j'ai les données, c'est plus facile pour moi. Moi, je m'y retrouve plus facilement dans les informations parce que je suis un expert du contenu. Donc, c'est plus facile pour moi, je vais essayer de l'aider. Et puis, et c'est là que ça prend tout son sens. Et comme tu dis, pour moi, le déclic se fait grâce à la bienveillance, en fin de compte, grâce au non-jugement, grâce à la bienveillance et grâce au fait de recevoir ce qui est important pour la personne et de lui amener les informations qui sont importantes pour elle. Puis après, toi, tu m'as partagé, c'est ça qui m'a vraiment transformé parce que c'était, j'avais besoin d'entendre ça, mais j'ai pu te dire ça parce que je t'avais écouté avant. Et c'est pour ça que je vous ai présenté la vidéo les 3 premières minutes. Je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais ces 3 premières minutes-là, c'est beaucoup les parents qui parlent. C'est vraiment le début de l'intervention, c'est de l'écoute.
c'est de l'écoute attentive, c'est de l'écoute réflexive, c'est de l'écoute avec beaucoup d'empathie pour chercher à comprendre la réalité de la personne. Et ça, merci beaucoup, Andrea, parce que moi, je fais mes présentations, etc. Mais là, tu l'as retranscrit dans un vécu avec tes mots de ce que tu as vécu. Et je trouve que c'est encore plus illustrateur que mes belles courbes, mes beaux scores d'hésitation, etc. Donc, merci beaucoup pour ça. Puis, vraiment, je te remercie. Puis, bravo, Valérie, de l'idée de combiner les deux présentations, parce que je trouve que c'est vraiment bah, très, très, très utile. Puis, oui, bah, Valérie, effectivement, on est en train de travailler sur une formation en e-learning parce que, évidemment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes de formation des professionnels de santé. Un modèle en présentiel, bah, je ne peux pas faire ça à temps plein, ça marche pas. Donc, on travaille avec Patrick Bertium, qui est un expert en entretien motivationnel, qui a monté toutes les formations avec moi depuis plusieurs années. On travaille à développer une formation en e-learning avec le centre d'expertise en service de santé de Sherbrooke pour qu'elle soit disponible à tout le monde et que tout le monde puisse avoir cette formation-là sur un modèle à haut niveau de performance. Ça sera un e-learning de 4 à 5 heures pour vraiment acquérir vraiment tout l'esprit de pourquoi on fait ça, puis après toute la technicité, mais aussi l'authenticité. Hein, le maître mot, c'est il faut être authentique. C'est-à-dire que souvent, et c'est pour ça que j'ai tenu à développer cette formation-là, parce qu'on voit maintenant l'entretien motivationnel en immunisation, c'est commence à être très à la mode, on voit plein d'articles, ça y est, tout le monde commence à s'y mettre. Et souvent, ça se résume avec une liste d'actions à faire, faire une question ouverte, faire un reflet, faire un demander, partager, comme si c'était des outils à acquérir. Mais ce que moi, à chaque fois, je mets dans mes formations, c'est que si l'intention n'est pas là, si l'esprit de bienveillance et de non-jugement n'est pas là et de vouloir aider sincèrement la personne, ça ne marchera pas. C'est pas une technique. On n'est pas dans une technique de vente. On est vraiment dans le souhait d'aider la personne. Et c'est pour ça que ça fonctionne, à mon sens. Et puis, merci, Andrea, parce que ton témoignage l'illustre bien. Puis, ce que je rajouterais, c'est qu'il y a, en étant une personne qui a vécu l'hésitation vaccinale, la façon que je l'ai vécue, je trouve que j'arrive avec les parents qui ont vécu ou qui vivent l'hésitation vaccinale avec toute cette empathie puis cette bienveillance-là. Puis, c'est pas comme, oh, regarde, faites comme moi. C'est comme, ce que vous vivez, c'est pas facile parce que c'est vrai que c'est pas facile. Donc, les personnes qui sont en mesure de, puis je pense qu'il y a plusieurs sages-femmes qui ont un certain degré d'hésitation vaccinale. Donc, le fait de passer à travers ce processus-là un peu pour soi-même fait en sorte qu'on devient encore des alliés encore plus fortes dans ce processus-là. Puis ça s'arrime, c'est une approche qui s'arrime, je veux dire, parfaitement bien avec l'approche sage-femme, parfaitement bien avec les choix éclairés, parfaitement bien avec tout ce qu'on fait déjà tellement bien. Puis c'est un cadeau à s'offrir. Puis c'est un cadeau qu'on offre aux personnes à qui on donne des soins. Donc, moi, je veux encore te remercier. Je remercie Valérie d'être venue vers moi avec des questions sur connais-tu quelqu'un qui connaîtrait un peu sur la vaccination et l'entretien motivation? Si tu savais, Valérie. Donc, merci, ça a bien donné, ça a bien tombé. Et pour la petite histoire, Andrea, Valérie m'a demandé aussi, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait témoigner? Puis j'avais ton courriel et je dis oui, c'est quelqu'un, puis on connaissait la même personne. C'était assez rigolo. Voilà. Donc, ça a bien tombé. Alors, ben, je pense que les gens sont peut-être en train d'absorber toute cette information-là. On arrive bientôt à notre temps limite. Ça passe tellement rapidement, surtout quand on a une discussion aussi éclairante que celle qu'on vient d'avoir. Donc, je pense que c'est peut-être un sujet éventuel à poursuivre parce que, comme on discutait un petit peu en tout début avant que d'autres personnes se connectent, au niveau des maisons de naissance comme telles, la Prochemie, à ce que je sache. J'ai essayé de prendre contact avec différentes personnes qui sont en charge de la filière sage-femme au ministère de la Santé et j'ai pas réussi à avoir d'informations pour le moment sur où est-ce qu'on en est actuellement au niveau des maisons de naissance au Québec par rapport à cette approche-là. Mais je vais continuer mes recherches et je pourrai partager ces informations-là peut-être dans une autre infolettre de l'Association des sages-femmes canadiennes et également peut-être aussi une thématique à poursuivre avec nos différentes journées de réflexion qu'on va avoir au niveau de comment intégrer peut-être la prochimie avec notre choix éclairé aussi comme sage-femme pour que ça fasse du sens aussi pour les sages-femmes, peut-être réfléchir ensemble à construire quelque chose aussi avec Arnaud, peut-être éventuellement ou quoi. Mais bon,
je pense qu'il y a des pistes très intéressantes de possibilités à explorer. Donc, merci encore à tous les deux pour votre partage, pour votre générosité. C'est vraiment très apprécié. Puis merci à tout le monde qui a pu se connecter puis écouter jusqu'à la fin de notre webinaire. Et donc, en sommaire, ça va être donc disponible sur le site web de l'association d'ici la prochaine semaine. It's going to be available also with English subtitles by the end of the week. Les diapos seront également disponibles sur le site web prochainement. Donc, merci encore à tout le monde pour votre participation.